Super contente d'accueillir aujourd'hui Alice. L'Université Zarboutan accueille Alice. C'est une approche globale de la santé qui prend en compte le corps, les organes, mais aussi l'histoire, les émotions et la culture. À mon sens, elle est à la pointe d'une médecine intégrale qui est en devenir. Il est magique, je trouve. Donc nous allons parler de la zourthérapia. Ça c'est un nom, c'est un néologisme que j'ai créé pour une démarche que j'ai mis au point. Au fur et à mesure, j'ai exercé pendant un tiers de siècle la médecine générale au port. Et donc c'est au cours de je vous trace un petit peu mon parcours. Parce que donc j'ai commencé ma médecine à Madagascar. Après, je me suis mariée avec un Lyonnais, je l'ai suivi. J'ai dû recommencer puisqu'il n'y avait pas d'équivalence. Donc j'ai fait un peu tous les métiers, aide-soignante, infirmière. Après j'ai été interne et j'ai fait pas mal de psychiatrie, donc ça m'a pas mal aidé. Et après donc j'ai fait le doctorat de médecine à Lyon et je suis venue m'installer à La Réunion. C'est un choix, c'était pas par hasard. Parce que La Réunion, pour moi, c'est un peu le monde en miniature. Et je voulais élever mes enfants dans un lieu comme ici. Voilà. Donc, très vite, j'ai réalisé qu'il me manquait des outils. Et donc, j'ai fait des diplômes universitaires. Vous allez retrouver là-dedans des concepts, pour ceux qui le connaissent, de ce que c'est que la victimologie. Donc, en 2002-2003. La thérapie EMDR, peut-être, vous savez, les mouvements oculaires. Le brain spotting, c'est la même chose, mais sauf que c'est avec le regard fixe. Le FT, c'est voilà, c'est tapoter. Et puis, vers les 50 ans, ça m'a pris l'idée de traverser mon pays, Madagascar, à pied, parce que vous avez deviné que je suis de Madagascar. Et pendant ces 7 mois, je n'ai fait que exercer à main nue, puisque je n'allais quand même pas me trimballer avec tout mon matériel. Et c'est au retour que j'ai réalisé que finalement, les gens étaient souvent malades de leur histoire, de leur vie. Et au retour, je commençais à exercer bizarrement parce que je commençais à me dire, aller dans l'histoire des gens. Et ça débouchait sur des rituels. Et je me suis dit, je vais finir sur la place publique à ce train-là si je ne fais pas quelque chose parce que le Conseil de l'Ordre ne va pas me louper. Et il y a eu, comme par miracle, le DU d'ethnomédecine qui s'est ouvert. Et donc, j'ai fait partie de cette première promotion d'ethnomédecine pour après enseigner, comme disait Stéphanie, en DU d'ethnomédecine. Je donne aussi des cours en DU de soins palliatifs. Et pour m'inscrire dans ce DU, j'ai dû m'inscrire à l'université. On m'a demandé, il faut s'inscrire dans quelque chose. Et ma directrice, ma prof en ethnomédecine me disait, mais t'as qu'à faire un doctorat en anthropologie. Voilà, je ne savais pas du tout ce que c'était que l'anthropologie à l'époque. Elle me dit, mais c'est l'anthropologie que tu fais. Ah bon, vous voyez, un médecin, c'est quand même beaucoup orienté sur la médecine. Et c'est comme ça que j'ai fait donc de l'anthropologie. Et ça a fini par cette thèse qui s'appelle Zourthérapie soignée avec la quête de sens, qui est en ligne, que vous pourrez consulter. Je suis aussi intervenue en milieu pénitentiaire pour soigner des gens qui étaient, pour soigner les problématiques des personnes, pour les accompagner dans la compréhension de leur histoire. Quand ça faisait la 4e, 5e, 6e fois qu'ils rentraient à la geôle, comme ils disent, eh bien, il fallait quand même qu'ils comprennent qu'ils remettaient en place toujours les mêmes schémas et que ça les ramenait là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette zourthérapie? C'est un néologisme, comme je vous disais. C'est 3 mots malgaches. Zour, ça veut dire, c'est la racine du mot debout. Zour, c'est se mettre debout. Voilà. Zour. Théra, ça veut dire né de. Et pia, ce sont les douleurs des tranchées après l'accouchement. Vous savez, quand l'utérus se contracte, ça fait des coliques. Hein, il y a beaucoup de dames ici qui connaissent ça, je pense. Ça fait des coliques quand l'utérus essaie d'arrêter l'hémorragie, d'essayer de retrouver sa forme. Mais ça fait mal. Donc, ce terme véhicule l'idée de se relever et de renaître après avoir connu des coups durs, après avoir été très mal. Et cette démarche, elle est née de ma difficulté à soigner ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques.
Parce que c'était des maladies, souvent, on ne comprenait pas. On fait des examens, on ne trouve rien. Et pourtant, la personne n'est pas bien du tout. Et finalement, ça n'a pas de sens. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait une partie symbolique de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a une partie manquante dans ma pratique médicale et que la médecine ne s'intéressait pas à ça. Et en fait, c'est ce qui correspondait aux épreuves de la vie, parce que nous ne sommes pas que notre côté malade qui va voir le médecin. Il y a tous les pans de notre vie. Donc, cette pratique exigeait de changer totalement de paradigme. Et donc, quand j'étais donc avec ces personnes qui ont des maladies psychosomatiques, je devais, quand on trouvait rien, j'ai dit, et si on allait regarder l'histoire? Mais pour ça, nous devons sortir du jugement. Voilà. Donc, j'ai un objet là qui est lourd, qui est froid, qui est massif, et je le pose. C'est très important que ça, tous les caractéristiques physiques, que ce soit froid, que ce soit un poids, etc. Parce que là, on est vraiment dans le corps, hein, et que ça parle à notre sens. Donc, on pose le jugement, on dépose aussi tout ce qui est hiérarchie, parce que c'est ça qui ferme les portes. Les gens se comportent sinon à travers leur maladie. Et on pose l'équivalence, nous sommes deux êtres humains, nous avons même valeur. Par contre, nous sommes différents parce que nous avons chacun une histoire, chacun un parcours, et nous avons des cultures différentes, etc. Et c'est à partir de ces différences que nous allons pouvoir aller regarder ce qui pose problème, mais sous des angles différents. Et donc, c'est vraiment un travail conjoint que l'on fait avec la personne, et il ne faut pas qu'il y ait de hiérarchie. Donc, ça, c'est vraiment important, parce qu'en médecine, on cherche une cause dans la maladie. Donc, on s'intéresse à la maladie aussi en médecine. Et là, en fait, dans la zoothérapie, on s'intéresse à l'humain qui porte la maladie. Et on considère que la maladie, on la porte, mais on n'est pas venu au monde forcément avec ça, on n'est pas collé avec ça. On peut donc prendre une distance et on peut la lire d'une autre manière. Et cette zoothérapie, ça nous sert donc à trouver le sens, un sens qui est autre que celle donnée par la cause que l'on trouve en médecine. Elle s'appuie à la fois sur le savoir ancestral, donc je vais vous parler de Madagascar, puisqu'on va parler de la mythologie, et elle s'appuie en même temps sur le savoir scientifique, et avec toutes les disciplines. Donc c'est une démarche qui se permet de prendre toutes les disciplines que moi je connais, que la personne connaît. En fait, on essaye de faire un mix avec tout ça, et on arrive à aboutir à quelque chose. Le fait que ça fasse appel à beaucoup de disciplines, on travaille donc dans la transdisciplinarité. Pas seulement entre les disciplines, c'est vraiment à partir de différentes disciplines, on va créer quelque chose d'autre. Et c'est un outil qui va servir à mettre de l'ordre dans la vie. Ça va permettre à la personne de s'aimer. Donc on va parler d'amour, parce que les personnes qui souffrent ne s'aiment pas beaucoup. Et donc on va parler d'amour de soi, qui est différent de ce que les gens pensent, parce qu'on souvent on confond l'amour de soi avec l'ego. Et en fait on dit c'est des gens qui, voilà, chez nous à Madagascar on dit vraiment c'est des gens tités, ça veut dire qu'ils s'aiment, et c'est mal vu de s'aimer. Il faut aimer les autres, mais avec quoi on va s'aimer sinon nous-mêmes on n'a pas d'amour pour nous. Donc c'est vraiment la première chose qui est très très importante, c'est d'accompagner la personne à s'aimer, à se mettre à la direction de sa vie. Et surtout aussi, on va voir, parce que donc on va rentrer dans l'histoire familiale, à concilier l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Nous sommes tous issus d'une famille, et en fait nous avons quelque part une mission au sein de cette famille. Il y en a qui sont plus mal lotis que d'autres. Donc on va voir ça. Alors, je vais vous parler un peu de cette culture de Madagascar, qui est le pays des ancêtres. Vous avez souvent entendu parler de ça, vous connaissez Madagascar un peu, c'est à 2 heures d'avion. Et nous avons donc la conception d'un être créateur, Zana, il s'appelle Zana, le créateur. Mais si on peut entendre là-dedans aussi, je suis créateur.
et qui est la vie et l'ordre du monde, et qui imprègne la nature et qui relève du principe universel de la vie et de son pendant qui est la mort. C'est-à-dire que pour la civilisation malgache, Zanar, il est dans toute cette création-là. Il est en vous, mais il est dans tous ces bananiers, tous ces avocastiers, tout ça. Il est là. Il est omniprésent. En fait, ça a quelque chose à voir avec la création. Et ce qui est très important aussi, et c'est peut-être de là que ça vient, l'absence de jugement, c'est que dans cette civilisation malgache, il y a pas la qualification de faute ou de culpabilité, comme nous pouvons connaître dans notre culture judéo-chrétienne, où il y a une notion de faute. Là, par contre, non, c'est pas un Dieu qui juge, c'est pas un Dieu, non, c'est un Dieu créateur. Et que la nature humaine, donc, selon la civilisation malgache, et c'est une nature divine. L'être humain, c'est un être social, un être de lien, un être créateur, et qu'il est perfectible, destiné à une élévation spirituelle. Et ça, c'est pas seulement pendant la vie terrestre, c'est aussi la vie d'après, parce que pour le malgache, c'est juste un passage, la mort. Et que cet être humain, il est capable de s'adapter à son destin, et il est capable de le maîtriser. Et c'est le but de cette démarche de dure-thérapie, c'est vraiment aller chercher qu'est-ce qu'il a prévu le destin et comment moi je vais m'en sortir. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit sur le destin. Alors, vous connaissez peut-être le culte des ancêtres de Madagascar. Chez nous, on retourne les morts. Bon, c'est pas seulement histoire de retourner, c'est vraiment une démarche. C'est une démarche qui, en fait, ça s'appelle aussi les secondes funérailles. Ça consiste à, les Malgaches savent que quand on rentre dans la mort, on commence le deuil seulement. Et donc, on laisse passer quelques années et après, on va aller le rechercher. Et là, par contre, c'est quelque chose de voulu sciemment, de se reconfronter à cette mort, mais cette fois-ci avec tout le monde, les gens qui l'ont connu, les amis, la famille, et on va lui remettre les linceuls et en fait, on va l'élever au rang d'ancêtre. Donc c'est un événement très très important. En fait, je reparle à nouveau d'amour parce que c'est une histoire d'amour de l'individu à l'individu. Moi, je l'ai fait par exemple après ma traversée de Madagascar à pied. Eh bien, je me suis dit, il est temps que je rende hommage à mes parents. Et comme à Madagascar, ils sont enterrés, quand on les enterre, on ne mélange pas celui qui est décédé récemment à celui qui est décédé il y a longtemps. Et donc, ils étaient séparés, ils étaient sur des lits différents, mes parents. Et donc, on allait les remettre ensemble et on allait faire ce qu'on appelait leur dernier mariage posthume. Donc, on a fait ça en 2011. Et c'est vraiment une histoire d'amour. Je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait aussi pour les miens, pour ceux qui sont là, mais pour les vivants et les morts. C'est-à-dire que ça nous réunit, parce que donc, dans la civilisation malgache, il y a un mythe, toutes les civilisations ont leur mythe. Il y a un mythe qui s'appelle, un parmi les innombrables mythes. Les mythes, c'est ce qui donne sens aux choses. Et donc, un mythe sur la naissance de la mort, c'est que Zanar a demandé au couple primordial malgache, le premier couple d'humains, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez briller tout le temps dans le ciel comme le soleil, immortel en fait? Ou est-ce que vous préférez être comme le bananier, mourir mais redonner de la descendance, et puis tout ce qui le concerne est utile. Et donc après cette concertée, le couple primordial humain a décidé de sacrifier son immortalité pour avoir une descendance. Et c'est ça qui donne tout le mythe. Vous avez peut-être entendu parler du Fiavanana, le grand lien qui lie les Malgaches comme une seule famille. Eh bien, c'est ce mythe-là qui a donné naissance à la gratitude que nous avons donc pour nos aînés et pour nos parents, parce qu'ils ont sacrifié leur immortalité pour qu'on soit là. Donc nous avons tous cette gratitude-là. Et le sens de ce que l'on va faire, là on va revenir dans les événements, c'est clôturer donc ce deuil ensemble, c'est séparer les mondes, parce que quand on rentre en deuil, en fait, le monde des morts se télescope avec le monde des vivants. Et il reste collé avec des émotions de souffrance. Et ça, c'est un invariant collectif, comme on dit en anthropologie, c'est-à-dire c'est valable dans toutes les civilisations. Le monde des morts doit être séparé du monde des vivants. Mais quand ça reste collé,
mais ça fait quelque chose de pas normal, de très très difficile. Donc il faut les clôturer, séparer les mondes. Et en même temps, on apaise les émotions. Donc la fonction de ce culte des ancêtres, c'est de ancestraliser les morts. On ne meurt pas ancêtre. Quand on meurt, on est défunt, on est mort. Mais on devient ancêtre quand on a traversé donc cet événement, l'ancestralisation des morts, le culte des ancêtres. Et le but, c'est de régénérer le groupe, c'est aussi de remettre des repères. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas se séparer donc de leurs défunts et qui vont les chercher encore ici, alors qu'ils ne sont plus là. Donc ce sera à ce moment-là qu'ils vont réaliser, quand ils vont se confronter à des corps inertes, là ils vont réaliser, et c'est vraiment inéluctable, que c'est fini, il n'est pas là, il n'est plus dans ce monde, et qu'il faut tisser un autre lien. Donc ça permet de refaire ses repères, ça permet aussi de réorganiser la société sans la personne qui n'est plus là, de réparer les désordres, hein, tout ce qu'on a comme conflit. Comme par hasard, souvent quand il y a quelqu'un qui décède, eh bien il y a un petit bout de terrain, tout le monde se fâche, après un bout de terrain, après un bout de meuble, une maison, et donc ça devient l'objet de querelle. Et en fait, ce qu'il y a par derrière, ce sont des émotions qu'on n'arrive pas à régler. Ça permet aussi de renforcer les lignées. Nous sommes tous avec 2 lignées. Imaginez-vous sur une balançoire. Donc, vous avez un côté la lignée maternelle, la lignée paternelle. Et c'est quand les 2 sont fortes qu'on arrive à se balancer tranquille dans sa vie. Sinon, si les cordes sont vermoulues, on risque de tomber d'un côté ou de l'autre, ou même de tomber directement par terre. Voilà, donc ça permet, sur un plus long terme, c'est de pérenniser l'espèce. C'est-à-dire que ça permet en fait de renforcer les vivants de manière à ce que ils ne soient pas sujets à des accidents dus justement à des destins que l'on n'a pas repérés. En psychogénéalogie, on appelle ça nettoyer l'arbre généalogique. Et donc ça permet de faire un nouveau récit, parce que souvent dans nos souffrances, on n'arrive pas à faire un récit. Il y a des tas de secrets qu'on garde. On n'arrive pas à dire en fait ton père n'est pas ton père, ta mère n'est pas ta mère, tu as été élevé par un tel, en fait tu as été adopté. Toutes ces choses-là, il y a des raisons qui font que les gens n'arrivent pas à le dire. Et c'est dans des occasions comme ça que vous rencontrez le voisin qui dit mais en fait, au fait, tu sais que... Et finalement, le truc il est levé, et puis c'est le moment de remettre un peu de l'ordre, de solder les vieilles dettes, tu m'as pas rendu mon argent, etc. Ça devient dérisoire, puisque quand on est confronté à ça, il n'y a que la mort, que l'amour qui compte, quand on est confronté à la finitude de la vie, en fait. Donc ça permet de transmettre sainement l'histoire, et puis les pratiques aussi, les pratiques culturelles, la philosophie, parce que finalement maintenant avec les gens vivant en ville, la philosophie, ben, on l'apprend sur le tas. Et puis surtout aussi, et ça c'est ce qui compte beaucoup, c'est élever le niveau de conscience spirituelle aussi bien de l'individu que du groupe. Alors, mais oui, mais qu'est-ce qu'un ancêtre? C'est donc un défunt avec qui on est apaisé, que ce soit par rapport à son parcours de vie, que ce soit par rapport à son départ de ce monde, et avec qui on est resté relié par un lien d'amour. C'est ça qu'on essaie de créer quand on en fait un ancêtre. Parce que quand on le quitte sur le mode de l'enterrement, on reste lié, mais dans un lien de souffrance. Et ça, chacun le porte à sa manière. Et en fait, il s'agit de vraiment de mettre à jour ce côté, le lien d'amour ne disparaît pas parce que la personne s'en va. Et c'est ce lien d'amour qui relie toutes les lignées et c'est ce qui va permettre que les expériences bénéfiques de la personne puissent profiter à sa descendance, comme le bananier le fait pour l'humanité. Et ça peut profiter à la descendance, mais aussi à l'humanité. Donc il continue à exister. Il ne disparaît pas, il continue à exister, mais ces expériences passées ne génèrent plus de souffrance, ni de troubles, une fois qu'on les a analysées, passées au crible, et on peut garder surtout les leçons de sa vie, parce que c'est peut-être pas pour rien qu'on souffre, il faut en retenir quelque chose. Et l'ancêtre, il a un rôle fédérateur,
il est structurant, il réunit tout le monde. Quand on arrive à faire ça, nous, on se dit, je suis descendant d'eux. On peut l'assumer quand on a pu solder le fait qu'il a été collabo ou qu'il a été trahi pendant la colonisation ou je sais pas, ou qu'il a été maître ou qu'il a été esclave. Quand on a pu dépasser ces choses-là, on peut assumer d'où on vient, on peut se rattacher à lui sans problème. Donc ça nous permet de faire aussi le devoir de mémoire sans que cela ravive la souffrance, parce que le devoir de mémoire, les humains en ont besoin, mais on ne le fait pas si on a mal, on essaie de l'éviter. On essaie de ne pas se confronter à ce qui nous fait mal. Donc c'est ainsi qu'il peut assumer son rôle de relier tous les êtres humains pour former la grande famille humaine, et il sert donc d'un maillon de la chaîne des lignées d'ancêtres. Voilà, donc je vais passer assez rapidement la vision du monde pour le Malgache. Il y a une trilogie, la vie, Aina, ça veut dire la vie. Le Fiavan, c'est le lien dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le Fiavan, c'est le lien qui relie donc tout le monde comme une grande famille. Et ça requiert donc une capacité d'aimer. Ça demande une réciprocité, une équivalence, quelque chose qui... C'est de là que découle le respect qu'on a, la complémentarité, la gratitude que l'on peut avoir. Et le Fanai, c'est un peu l'outil avec qui on va vivre tout ça, ce qu'on appelle, ce qu'il traduit peut-être le mieux, c'est l'âme en français. Et c'est cette trilogie-là, les valeurs humaines, c'est, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ancré dans la nature, respect de la vie, tendre vers une harmonie avec l'environnement, donc tout ce que l'on vit en ce moment sur la Terre, c'est très compliqué pour les Malgaches, je pense. Aussi bien pour l'environnement humain que l'environnement naturel. Et cette histoire d'assurer la continuité de l'espèce est très très important. Alors ça, je vais passer très vite parce que je pense que sinon, on sera encore là à 4 heures. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette zoothérapie? On va être à l'écoute de la souffrance individuelle, de l'inconscient collectif, familial, de la souffrance individuelle et celle de l'inconscient collectif familial. Parce que toutes les familles ont une histoire. Il y a beaucoup de problématiques qui ne sont pas résolues. Donc ceux qui n'ont pas été résolus par nos prédécesseurs, eh bien ça a donné des souffrances qui ont traversé les générations et qui arrivent encore aujourd'hui. Mais sauf qu'on a perdu le fil, on ne sait plus d'où ça vient. Mais on se rend compte qu'il y a des choses qui ne collent pas vraiment, on essaie de faire tous les efforts qu'il faut et ça n'arrive quand même pas à coller. Et tout se passe en fait comme si chaque être humain avait une ou des problématiques à résoudre pour son collectif familial, son collectif social, son collectif humain. Et ces problématiques ont des thématiques très très variées, dont le dénominateur commun a trait à la mort. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de vécu de mort. Bon, le malheur le plus dur, c'est la mort pour les êtres humains. Mais tout ce qui a un vécu de mort ou une mort symbolique, toute idée d'effondrement, eh bien ça relève en fait, ça donne les mêmes problématiques. Et ça s'assimile à une mort symbolique. Le langage symbolique, c'est un langage aussi que nous partageons tous dans notre espèce. Le bébé, depuis le berceau, il sait prendre le doudou et se dire ça c'est maman. Alors maman est partie au marché forain et le bébé, sans que personne ne lui apprenne, c'est se servir de son symbole. Donc c'est les problématiques. L'inconscient collectif souvent agit en excluant l'individu, c'est-à-dire que un individu, c'est un être de lien, on avait dit tout à l'heure, un être de lien social, et un être de symbole qui parle donc le langage symbolique. Mais quand il va porter une problématique, c'est souvent que ça le met sur la touche. C'est celui que chez nous, c'est celui qui est dans l'alcool, dans la drogue, dans les problèmes de vol, dans le... Voilà, il y en a un qui est désigné un peu pour porter le problème. Et ça, c'est ça qui crée la souffrance, qui oblige l'autre à se mettre en quête de solution, jusqu'à ce qu'il trouve sa solution, la solution à sa part de problématique. Et c'est ça le rôle de la zoothérapie, c'est accompagner la personne à trouver quelle est la problématique et quelle est la démarche pour trouver cette solution. Donc ces problématiques se remettent en scène tant que personne n'aura pris la peine d'en venir à bout et trouver une solution qui convienne pour faire évoluer aussi le collectif.
Donc le langage de l'inconscient collectif, justement, c'est celui des mythes et des rites, comme le mythe du bananier. Donc finalement, c'est ça notre langage dans notre espèce humaine. On a tous c'est ce que les psychologues et psychiatres appellent des croyances, croyances négatives, croyances péjoratives. Eh bien, en fait, ce sont les mythes individuels, les mythes familiaux. Et ces mythes, ça va avec les rites, parce que les rites, c'est ce qui permet de trouver la solution pour refaire des repères et refaire un autre véhicule. Donc, le mythe, c'est ce qui contribue à donner du sens. Hein, vous vous rappelez tout à l'heure l'histoire du bananier. Hein. Mon but, donc, dans l'histoire de la personne, c'est amener les mythes à la conscience pour les clôturer en faisant le deuil. Le rite pose la question du besoin de changer, de passer à autre chose. Le rite instaure un nouveau vécu en posant donc de nouveaux repères à travers des actes rituels. Vous connaissez tous les actes rituels. La vie humaine est jalonnée d'actes rituels. Qui peut me dire un acte rituel très répandu? Baptême, la communion. Baptême, communion. Mariage. Mariage. Voilà. À l'heure actuelle, c'est enterrer sa vie de jeune fille, enterrer sa vie de garçon. Les jeunes, ils inventent leur rite. Et en fait, c'est un langage qui reste d'actualité. Et l'important, donc, pourquoi ce rite, pourquoi en fait il s'est révélé à moi après cette traversée de Madagascar, c'est que ça c'est venu tout seul. Et j'ai réalisé que ça passe par la voie sensorielle. J'ai toujours vu mes parents aller sur la tombe de mes grands-parents et parler. Et nous, surtout quand on est adolescent, on dit mais ils sont débiles, ils sont morts. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? C'est terminé, c'est terminé. Eh ben en fait non. En fait, ce faisant, ils utilisent quelque chose de symbolique qui s'adressait à eux-mêmes, à leurs différents niveaux de cerveau. Là, on va aller vers la science, parce que le titre de la conférence, c'est quand même qu'il y a le lien entre la science et le savoir ancestral. C'est que on va dans le cerveau cognitif, le cerveau émotionnel, le cerveau archaïque, reptilien. Tout ça, ce n'est pas en phase, mais quand ils décident d'aller tel jour, tel endroit, tel lieu, devant telle personne, on a les 3 éléments du rituel, présentiel, temps, espace, eh bien, ils vont réinitialiser leur vécu par rapport à quelque chose de donné. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Voilà. Quand, par exemple, un enfant va partir sauter la mer, eh bien, on va sur la tombe des grands-parents et on va lui demander la bénédiction. Et ça signifie à l'enfant, vraiment, ça va l'ancrer et dire que là, ici, il y a tes grands-parents, il y a tes racines, mais à partir de là aussi, toi, tu vas aller. Donc, il y a quelque chose qui se passe, une marque. Ce passage par la voie sensorielle, c'est un langage qui est commun au système nerveux, parce que le langage qui est commun là, c'est un principe de victimologie. Quand on fait un accident, le psychotraumatisme rentre par la voie sensorielle. Et quand les gens font des reviviscences, c'est-à-dire quand ils paniquent, quand ils entendent la sirène du pompier ou des choses comme ça, c'est parce que c'est par cette voie-là que c'est rentré. Donc c'est comme ça que j'en ai déduit que si le traumatisme rentre par la voie sensorielle, on doit pouvoir le fermer par la voie sensorielle. Donc c'est la seule chose que j'ai fait en fait, c'est de mettre en lien les concepts de victimologie. Et donc c'est le langage commun aux 3 cerveaux et ça permet de réinitialiser ces 3 vécus. Parce que la plupart du temps, nous, avec cette histoire de cerveau cognitif, eh bien, c'est toujours le cognitif, c'est-à-dire le cerveau qui réfléchit, qui dit « mais non, ne pleure pas, il y a du monde, ça se fait pas, tiens-toi bien, souris !» Voilà, ça c'est le cognitif. Et là, le émotionnel, il grossit, et le reptilien, il envoie son clignotant, attention, danger, danger. Et voilà, on n'est pas en phase du tout. Et le but, en fait, quand on fait ce rituel, c'est de réinitialiser ces 3 cerveaux pour dire à partir de maintenant, nous allons vivre les choses de cette manière. Et donc, on sort de là unifié sur le plan sensoriel et sur le plan des repères. Donc, ça se fait dans un langage symbolique de co-construction entre demandeurs de soins. J'aime bien le terme demandeur de soins et non pas patient, parce que le patient, il attend. Il est patient dans la salle d'attente. Demandeur de soins, il faut qu'il prenne son téléphone, qu'il appelle et qu'il fasse son pas
et l'autre fait son pas. Et comme ça marche. Donc, demandeur de soins et accompagnateur. Accompagnateur et non pas soignant, parce que je considère qu'en fait, c'est la personne qui se soigne de l'intérieur, parce que c'est ses tripes qui... Voilà. C'est lui qui, quand il a compris, il fait clac. Ah oui, mais comment j'ai pas vu ça? Alors, on va prendre un exemple de mythe individuel. Ben, ceux qui ont déjà assisté à mes conférences, ils vont se dire, elle va encore nous sortir ces histoires-là. Mais c'est des histoires qui sont tellement impressionnantes. C'est une petite fille de 9 ans qui était patiente de mon mari. Et elle a présenté un tableau de convulsions. Elle tombait crise et elle s'effondrait, elle perdait les urines, les selles. Elle était prostrée, elle était totalement déconnectée. Et c'était, pour nous, ça évoquait une tumeur du cerveau, hein, quelque chose comme ça, très brutalement. C'est quoi cette histoire? Donc elle a été hospitalisée, à l'époque c'était Gabriel Martin, pendant 1 semaine, où on lui a fait tous les examens possibles imaginables. Et elle est sortie avec la conclusion, perte de connaissance sans étiologie retrouvée. Voilà, ça c'est un bon compte rendu. Donc ça veut dire débrouille-toi. Voilà, toi le médecin généraliste, débrouille-toi avec ça. Et mon mari, qui est donc très médecin cartésien, il dit allez voir ma femme, des fois quelqu'un prenne quelque chose. Et c'est une petite malgache, elle était avec son papa, et elle arrive prostrée comme ça. Et donc je dis on va regarder un peu l'histoire. Et donc le papa me dit qu'il était séparé de sa maman, qu'il l'a fait venir à La Réunion pour les études. Et je suis partie dans l'histoire de divorce. Alors la psychologie qui prend le dessus, divorce, voilà, elle est tiraillée, etc., etc. Et je lui dis mais quelle est la composition de la famille? Il me dit ici moi j'ai 2 enfants de 2 mères différentes, mais elle, je crois que du côté de sa maman, elle a un frère. Et cette petite qui était prostrée, petite comme ça, d'un seul coup, c'est comme si elle se réveillait. Et ses larmes commencent à couler. Elle disait, il s'appelait Naïm. Je suis rentrée de l'école et maman préparait les beignets. Sa maman vendait des beignets à Madagascar. Et maman est partie aux toilettes et j'étais là avec Naïm. Et Naïm est tombé dans l'huile bouillante. Il a crié très fort et il est mort. Et ses larmes coulaient. Et là, j'étais effarée, comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé ça? Enfin, personne en fait ne m'a jamais posé la question. Donc, tout de suite, oui, la victimologue, c'est psychotrauma. Donc, tout ce que j'ai appris, il faut formuler comment elle peut se sentir pour qu'elle se sente pas seule dans cette histoire-là. Donc, je lui ai dit, tu as dû te sentir très très fautive, tu t'en es voulu, on a dû se fâcher après toi. Et elle secouait la tête. Je lui ai dit, tu veux faire quelque chose? Je lui ai dit, tu veux faire un dessin? Et à partir du moment où elle a dit oui, elle a pris les crayons, elle a arrêté de pleurer. Donc ça m'apprend que être dans l'acte aussi, c'est sortir de l'impuissance. Et elle a dessiné un dessin pour son frère. Et là, j'ai continué à formuler un peu les émotions qu'elle aurait pu ressentir. Et puis très vite, je me suis dit, mais est-ce que tu veux qu'on lui dise à ton frère à quel point ça t'a fait mal? Est-ce que tu veux lui faire tes adieux? Est-ce que tu veux lui dire quelque chose? Elle me dit oui. Et vous voyez, c'est une enfant de 9 ans. Et donc je lui dis, voilà ce qu'on va faire. Donc je pris une ordonnance. C'est très bien de se servir d'une ordonnance pour ça. Et j'ai dit, voilà, nous sommes 3 bougies, une bouteille d'allumettes, et on viendra, vous reviendrez dans 3 jours pour qu'on écrive la lettre. Waouh, ok. Donc on se donne rendez-vous 3 jours après. Elle revient. C'était plus la même petite fille, hein. Celle qui est entrée, celle qui est sortie déjà de mon bureau, c'était plus la même. Et quand je suis revenue, elle me cherchait partout parce que j'étais un peu en retard comme tout à l'heure. Et elle est là quand même. Elle rentre, elle prend ses crayons et elle fait ses dessins. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et elle me dit, mais une lettre? Mais l'air de dire, mais t'as oublié qu'on allait faire une lettre? Donc je lui dis, je lui ai fait formuler, parce que j'aime bien en fait que ça vienne aussi un peu des gens. Et elle a dit, on va écrire la lettre. Donc on a écrit la lettre ensemble, où elle a pu exprimer tous ses regrets,
où elle a pu dire qu'elle aime toujours son frère. Moi, je lui dis que son frère l'aime toujours, que ça ne s'en ira jamais, et que c'est ça qui compte, finalement. Et donc, elle a tenu à le lire, à lire sa lettre. On s'est mis debout, donc, Zour thérapie, hein. On s'est mis debout, on a allumé nos 3 bougies, et puis elle a lu sa lettre, on a mis le feu à sa lettre. Et après ce rituel, eh bien, elle a fait un gros eczéma. Et elle était totalement guérie. Plus du tout de convulsions, plus du tout de retard scolaire, plus du tout de perte d'urine, rien du tout. C'est venu de l'intérieur. Et donc, c'est cette capacité-là, et à ce moment-là, j'étais en train de commencer ma thèse, et je me suis dit, à 60 ans, qu'est-ce que tu vas encore faire? Un doctorat, mais t'es folle. Et puis je me dis, mais non, t'as pas le droit d'arrêter. T'as pas le droit, parce que ce truc-là, tu dois certainement le mener quelque part. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un psychotrauma, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. L'autre histoire, c'est Monsieur Jean, qui est un monsieur de 70 ans, qui venait me voir pour renouveler des somnifères. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez des somnifères? Eh bien, je ne dors pas, je vois des morts. Ah. J'ai dit, mais donner des somnifères à 70 ans, ça peut faire tomber. Et puis moi, je donne pas des somnifères comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, vous, dans votre vie? Donc là, on ouvre de nouveau vers la dure-thérapie. Et lui, il me dit, eh ben, en fait, oui, moi, je suis du 2e lit. Et mon papa, il avait déjà une première fille d'un 1er lit, qui avait 20 ans et qui est décédée le jour de ma naissance. Donc là, ça se télescope. Et dans notre pays, là aussi c'est encore un monsieur malgache, à Madagascar, ça veut vraiment dire, on fait dire, le mythe familial, là, c'est, il a un mauvais destin qui a eu raison de la vie de sa sœur. C'est des choses comme ça, c'est comme ça que les gens raisonnent. Vous savez, c'est croyances populaires. Et en fait, c'est une manière de poser le problème sur l'autre. Donc, du coup, il devient le repère de cette mort-là. Ah, tu sais, c'est celui qui est né le jour de la mort de... Voilà. Donc, il vit sous cette mort-là. Et on ne le voit pas vraiment lui, Jean. On voit toujours sa sœur qui, si elle avait été là, aurait été... Voilà. Donc, c'est très, très compliqué. Et vous voyez ces morts tous les jours. Et je lui dis, non, il va falloir séparer ça. Votre sœur, ça fait combien de temps? Lui, il a 70 ans, donc ça fait 70 ans qu'elle n'est plus là. Qu'est-ce que vous continuez avec ça encore? Il va falloir couper. Il faut la laisser, lui laisser son parcours. Vous êtes toujours de la même famille. Est-ce que vous vous aimez? C'est ça la famille. Par contre, toutes les souffrances de son départ, tout ça, c'est terminé. Donc on a fait un rituel pareil. Et après, Monsieur Jean n'a plus eu besoin de somnifères du tout. Donc c'est là quand je vous dis que c'est comme si il y avait une divergence entre l'intérêt individuel et collectif. C'est-à-dire que l'intérêt collectif, c'est qu'il faut que le groupe continue, c'est vers la pérennité de l'espèce. S'il y a un groupe, s'il y a quelqu'un donc qui arrive à un mauvais moment, qui considère un mauvais moment, eh bien c'est lui qui porte le truc, c'est-à-dire c'est Monsieur Jean, c'est la petite Rosia qui a tué son frère, c'est Monsieur Jean qui a eu un mauvais destin et qui a été fatal à sa sœur, et c'est à Monsieur Jean de se débrouiller avec ça, et à Rosia de se débrouiller avec ça. Donc se débrouiller avec ça, ça veut dire, je me sépare, ma sœur je t'aime toujours, mais tu n'es plus ici depuis 70 ans, et par contre, moi je suis encore là, donc nous allons nous séparer, ça va séparer nos parcours, on va garder le lien. Et c'est ça très important, garder le lien. Parce que ce qui fait que les gens n'arrivent pas à finir, à boucler un deuil, c'est qu'ils ont l'impression de perdre tout, perdre l'être cher avec tout l'ensemble. Alors que le lien, il est toujours là. Donc on dit que le lien est toujours là, et ça on le dit haut et fort. Quand on fait la lettre, ou quand on parle, on dit l'amour sera toujours là et ce sera notre seul lien. Par contre, tu reposes en paix. Nos 2 mondes se séparent, toi chez toi et moi chez moi. Voilà. Donc, voilà, ça se passe comme si ces 2 personnes étaient sacrifiées à être exclues par une problématique qui les maintient à l'écart du groupe. Et tout ça, ça se manifeste par des émotions. Ça, c'est des choses c'est les émotions qui fait le lien entre notre corps, et c'est ça qui est le lien avec la maladie.
Parce que finalement, quand vous vivez toujours sous la coupe d'un psychotraumatisme, et c'est comme si le traumatisme, il est toujours là, qu'il se renouvelle tout le temps. Donc, on n'est pas capable de se dire c'est fini. Mais la tension monte toujours, les pupilles se dilatent toujours, le sucre, le foie, il largue tout le sucre, donc le diabète monte toujours, la thyroïde se détraque. Et c'est comme ça qu'on devient malade. On devient malade. Donc c'est vraiment, il y a réellement un lien entre les choses de notre vie et notre santé. Mais ça, c'est des choses que l'on n'étudie pas vraiment dans notre cas de médecine. Et n'oublions pas aussi que ce sont les émotions qui dictent nos attitudes. Donc quand on vit sous une coupe de colère, quand on a par exemple une histoire épouvantable au-dessus de notre tête, quand on a reçu, parce que je porte le nom de tous mes grands-parents maternels et paternels, j'ai reçu donc dans mon sac à dos tous leurs problèmes, avec toute la colère, la peur, l'angoisse. Donc je valse entre toutes ces émotions. Et je rentre en lien à travers ça. Donc ça fait que ma vie est totalement pourrie et je ne comprends pas pourquoi. Dans cette histoire-là, il suffit que la personne change pour que tout le monde autour de lui s'accorde à la nouvelle personne qu'il devient. Et c'est sur le mode de qui m'aime monsieur. On va le voir avec l'histoire de cette dame-là, Sabine. Donc Sabine, c'est cette jeune fille qui est ici, là. Elle vient me voir avec des tas de problèmes. Alors ça va, des problèmes ORL. Quand on arrive à soigner un peu l'ORL, ça va être du digestif. Quand ça va un peu mieux du digestif, on ne trouve jamais rien évidemment. Après, ça va être du gynéco, ça va être de l'urinaire. Ce n'était jamais terminé. Et on ne trouvait jamais rien sur le plan paraclinique non plus. Mais elle allait très très mal. Et finalement, quand on a décidé de regarder son histoire familiale, eh bien voilà, Sabine, on voit que, donc, ce qui est en rang, je n'ai pas mis les jambes parce que je ne suis pas très douée en informatique, je ne suis pas 2.0. Donc, les rangs, c'est les femmes, les triangles, c'est les hommes. Et donc, tout ce qui est petite croix là, c'est les enfants qui sont morts en bas âge. Tout ce qui est en bleu, c'est les morts violentes. Voilà. Donc, Sabine, on voit que elle a un frère, mais elle me dit qu'elle est née après un enfant qui n'a pas vécu, un garçon. Sabine, elle me dit aussi qu'en fait, dans sa famille, il y a un truc, c'est que toutes les femmes de la famille ne s'entendent pas. Elle ne parle pas, elle est fâchée avec sa mère. Sa mère est fâchée avec sa grand-mère. Sa grand-mère est fâchée avec son arrière-grand-mère. Donc toutes les femmes sont fâchées. Voilà. Alors, on regarde. Donc oui, c'est ça que ça veut dire, les petits éclairs, là, elles sont toutes fâchées. On voit que du côté de sa maman, eh bien, sa maman a aussi un premier frère qui n'a pas vécu. Et Sabine, la maman de Sabine a eu 3 frères qui sont décédés jeunes, tous d'accidents de la voie publique. Il y en a un qui est décédé quand elle était dans le ventre. Celui-là, il est décédé quand celui-là, il est décédé quand elle était dans le ventre de sa mère. Et puis l'autre quand elle avait 6 ans, et puis l'autre un peu plus tard. Et elle n'a pas connu son grand-père qui est mort assassiné. Donc une mort violente encore. Si on regarde sa grand-mère, eh bien il y a eu les 2 garçons qui l'ont précédé, qui étaient aussi décédés en bas âge. Et quand on regarde du côté de son père, ben son père, on voit aussi qu'il a été précédé de 2 jumelles qui n'ont pas vécu. Donc voilà l'histoire de Sabine. Qui c'est qui trouve le mythe? Le mythe, un des mythes, parce qu'en fait il y a plusieurs mythes là-dedans. Hein, c'est que déjà, un mythe, c'est chez nous, toutes les femmes sont fâchées. Un autre mythe, c'est les hommes, ils nous abandonnent toujours, ils s'en vont. Et effectivement, elle avait un mal fou à être avec un homme. Elle n'arrivait pas à rester stable dans un couple. Et en plus, son père, il est mort d'un AVC, il est mort sous ses yeux. Donc, elle a vécu aussi un psychotraumatisme. Donc, il y a des gens vraiment qui ont des choses très, très chargées. Hein. Et donc, finalement, le mythe, c'est, chez nous aussi, les premiers enfants, ils meurent toujours.
Si elle veut avoir des enfants, comment voulez-vous qu'elle fasse? Et son corps refuse de faire des enfants. Elle n'a même pas besoin de lui dire ne fais pas d'enfants. C'est toutes les cellules de son corps se disent mais on va parler là-dedans. Oui les filles, c'est pas raisonnable. Et en fait, ce sont des choses comme ça. J'ai vu donc des personnes avec des histoires comme ça qui étaient aussi en quête de maternité et qui n'y arrivaient pas. Et il y a en plus dans l'histoire de Sabine, c'est qu'elle a un statut d'enfant de remplacement. Je reviens un peu sur être né après un enfant mort, c'est très très compliqué. Parce que donc en plus c'est un premier-né. Souvent les garçons, parce que c'est eux qui portent les noms, on leur attribue des tas de choses. Et donc c'est difficile de venir après un enfant mort parce que s'il avait été là, il aurait été gentil, beau, sage, intelligent. Et vous, quoi que vous fassiez, quand vous venez après un enfant mort, ça n'arrive pas aux chaussettes de cet enfant-là. Donc vous êtes toujours à l'ombre de quelque chose. Et vous avez beau chercher le regard de papa, admiratif, de maman, rien, rien. Si le mort avait été là, il aurait été ceci, cela. C'est très très compliqué d'être un enfant de remplacement. Je vous dis ça parce que j'en suis. Donc je sais ce que c'est. Je sais vraiment ce que c'est. Et il y a aussi des phénomènes de répétition là-dedans. Sabine, il perd son père de mort violente, et avant d'avoir un enfant. Et sa mère aussi a perdu son père de mort violente avant d'avoir un enfant. Parce que Sabine n'a pas connu son grand-père maternel. Que ce soit le fait que ça n'a pas de sens, que ce soit le fait que ça a un sens délétère, eh bien ça nous ramène à une angoisse existentielle. Pour le cas de Sabine, par exemple, elle a des douleurs à l'estomac, elle a des douleurs au niveau gynéco, elle a des douleurs au niveau des oreilles, etc. Quand on ne trouve rien, quand la médecine le dit, mais non, vous n'avez rien, madame. On dit, mais c'est pas quand même moi qui invente. Elle se sent réellement mal. Mais ces cellules qui lui parlent et qui vont mal. Et donc, elle se dit, mais là, il y a perte de sens. Ça n'a pas de sens. Et c'est là où on va chercher, dans un autre endroit, qu'est-ce que ça peut être d'autre. Et quand on voit ça, et quand je lui restitue finalement que ce que moi j'y trouve, les mythes et tout ça, je dis mais tous ces mythes-là, vous n'êtes pas obligé de tout valider et de garder. Parce que c'est ça qu'on appelle les loyautés inconscientes. On se sent obligé de tenir ce rôle-là. L'inconscient familial vous a attribué ça, vous gardez ça. Donc vous, pendant ce temps-là, tout le reste du groupe évolue et vous vous débrouillez avec ça. Eh bien, en fait, c'est sortir de ces loyautés inconscientes, se dire, eh bien, je vais en faire quelque chose, parce que finalement, c'est pas mon actualité, tout ça. Donc, c'est notre manière de donner du sens, c'est aller regarder l'histoire. Donc, dans la culture humaine commune, on parle de l'histoire, du malheur. Et un des plus grands malheurs, c'est la mort. Et c'est comme ça que j'en suis venue en fait à aller travailler sur la mort, et après venu les morts symboliques qui correspondent à des effondrements. Donc finalement, chaque malheur nécessite qu'on en fasse le deuil, et quand on veut évoluer, on meurt à une situation pour arriver à une autre situation. Donc en fait, notre vie est jalonnée de petites morts et pleine de ressuscitation. La résurrection, pas ressuscitation. C'est pas ma langue maternelle, le français, je vous signale. Bon. Résurrection. Oui, en plus, on vient de passer Pâques. Alors qu'il s'agisse donc d'un malheur, de la mort ou d'un vécu de mort, il y a nécessité de faire le deuil. Et ce deuil, dans la thérapie, on le fait dans un acte rituel qui permet de solliciter à la fois le langage symbolique de notre condition humaine et qui permet à la fois de solliciter notre structure organique de notre corps. Pour ceux qui sont un peu dans les c'est un peu réunir ciel et terre, parce que il ne s'agit pas d'être que dans la sphère spirituelle, ni seulement dans la sphère terrestre, c'est vraiment faire la jonction des deux. Non. Alors, oui, la particularité de la zoothérapie, c'est de signifier à la personne que elle est distincte de ce qu'elle porte. Il y a la personne
et il y a le problème que la personne porte. Souvent, la personne se réduit à son problème. C'est typiquement le cas quand on émet un diagnostic en médecine. On dit, Madame, vous êtes diabétique. Monsieur, vous êtes schizophrène. Ben, toute sa vie est résumée à ça, diabétique, schizophrène. C'est-à-dire le problème devient l'essentiel de la vie. Et en fait, là, il s'agit de rappeler que c'est un problème, c'est comme le sac à dos. Le sac à dos là, je fais sac à dos. Eh bien, je pose le sac à dos, je regarde ce qu'il y a dedans et je fais le tri de ce qu'il y a dedans. C'est possible. Et pour ça, nous devons changer, nous devons ouvrir la notion de temps. La notion que nous avons en médecine, c'est une notion linéaire, avant et après, hein, sur un axe. La notion linéaire du temps, c'est la notion que l'on va dans l'espèce humaine, c'est que le temps tourne. Une seconde, ça revient 60 fois pour faire une minute, qui revient 60 fois pour faire une heure. Ça revient, le temps tourne. Donc il y a des choses qui recommencent tout le temps. Donc cette notion cyclique est en spirale du temps, c'est-à-dire que c'est pas sur un seul niveau, c'est aussi ça monte. Donc c'est pour ça que il y a à des dates précises des fois, toujours en fin d'année, il m'arrive une tuile, eh bien, on va chercher qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire familiale en fin d'année, peut-être que vous allez comprendre. C'est aussi l'organisation fractale de l'existence humaine. Alors, l'organisation fractale, vous savez, c'est ces structures qui se répètent à l'infini. C'est toujours les mêmes structures. Et en fait, je vais peut-être avancer un peu. Est-ce que je fais un schéma? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que un être humain, finalement, ben, il y a sa partie, ça part vraiment de du truc le plus petit. Alors, est-ce que j'arrive à faire ma chose, ce truc-là? Oui. Voilà, là on est à l'échelle atomique, moléculaire, cellulaire, organique, l'organe, l'individu, la famille, la société, l'espèce, le vivant, toute la création, le cosmos, hein, jusque dans l'espace. Et tout ça, c'est relié par un même, voilà, le zanar dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est là où les enjeux peuvent diverger. Selon les niveaux, on n'a pas la même réalité. La réalité de la cellule qui rendait Sabine malade, eh bien, c'est pas la réalité de la famille qui a donné cette histoire à Sabine. Donc, il y a des niveaux de réalité qui sont totalement différentes, mais il y a des choses qui sont en commun. Donc, la dure-thérapie va souvent dans les dénominateurs communs. On prend les choses qui sont communes parce que c'est comme ça qu'on peut transcender les différences culturelles, les différences de pensée, tout ça. Ça, c'est le schéma que j'ai fait par rapport à quand je vous disais le sensoriel, nos sens. On parle des 5 sens en médecine, moi je parle des 6 parce que l'intuition pour moi c'est le 6e sens, c'est une réalité. Donc on s'appuie sur ces sens, la parole, le fait d'entendre, le fait de toucher, de sentir, de goûter, la vue, hein. Voilà, j'ai déballé là pour rappeler aux gens que on a été enfant et que la personne que je vois, c'est peut-être celle-là, mais il y a toutes celles-là qu'on doit entendre. Et de rappeler aussi que leurs parents aussi, qu'ils ont connus adultes, ils ont été aussi petits. Et ça change totalement la donne. Et c'est pas pareil si je vous le dis seulement ou si vous le voyez. Parce qu'il y a des gens qui ont pleuré rien qu'en voyant cette petite poupée russe. Parce que ça déclenche tout de suite le sensoriel avec l'émotion, ça se communique direct. Et du coup, les gens ils disent oui. Et s'ils ont vécu quelque chose de difficile à cet âge-là, ça peut vraiment leur faire venir les larmes aux yeux. Donc, on est beaucoup dans le visuel. Donc, ça, c'est ce décalage. Donc, quand on a un vécu difficile, il y a un décalage entre le cerveau cognitif qui essaie de toujours tout gérer, tiens-toi bien, code social, l'émotionnel, je replie, mais entre-temps, ça fait des couches de lasagne. Des couches de lasagne. Et finalement, imaginez-vous comme un matelas mousse que vous versez de l'eau dessus tout le temps. À un moment donné, il suffit de rien pour que ça déborde. Voilà. Donc, quand on utilise donc la voie sensorielle pour faire notre rituel, on réaligne le cognitif, l'émotionnel et l'archaïque. Tout ça, ça se forme depuis l'embryon. Il y a vraiment les trois formes, c'est l'archéocérébellum. Tout ça, c'est vraiment, ça a des entités
organique, je vais dire. C'est un support organique, c'est pas une vision d'esprit. On va continuer, on peut y aller. Alors oui, je voulais revenir par rapport au psychotraumatisme tout à l'heure. La petite Rosia, par exemple, qui a vu son frère donc mourir. Et ça s'accompagne vraiment des choses vraiment très, très sensorielles. Et aussi, par exemple, Sabine qui a vu son père mourir. Ça c'est un concept de victimologie et je pense que c'est très important de le comprendre, de le savoir. Parce que quand vous connaissez une personne qui a été confrontée à un accident grave, des fois la personne elle s'en sort. Elle s'en sort, c'est-à-dire que tout est écrabouillé, il a fallu des incarcérés et tout, mais la personne est indemne. Et vous êtes content parce que, oh waouh, c'est super, tu es en vie, c'est l'essentiel. Mais cette personne n'est plus la même que celle qui était avant. Parce qu'elle a vu, elle était confrontée au monde des morts. Et elle a du mal à en sortir. C'est très très important. C'est en prison, je fais la statistique, 70% des récidivistes ont été victimes de psychotraumas. C'est-à-dire souvent des accidents de la route ou d'assassinats ou des choses comme ça. Et là, il faut être sans jugement parce que qu'on ait été acteur du drame ou qu'on ait été victime, c'est pareil. Pour le corps, c'est pareil. C'est-à-dire que confronté à la mort, c'est un monde où il faut en revenir. Tous ceux qui connaissent un peu les expériences de mort, voilà. C'est à peu près la même chose. Et en fait, quand on fait donc le deuil par rapport au psychotrauma, eh bien, la personne, c'est comme si elle était emprisonnée dans ce no man's land là. Voilà. Elle est là. Et chaque fois qu'il y a un stimulus sensoriel qui lui rappelle de près ou de loin l'horreur qu'elle a vécue, eh bien, tout démarre au niveau de son organisme. C'est-à-dire que la tension est à fond, le sucre est à fond, les pupilles sont dilatées, tout est en marche. Et en fait, être comme ça en permanence, c'est pas possible. Et c'est ça qui use le corps. Et cette personne-là, il faut pouvoir la ramener vers le monde des vivants. Et donc, je l'inclus quand je soigne quelqu'un qui a été victime d'un psychotraumatisme. Si jamais vous voulez aider quelqu'un un jour, il faut lui demander s'il y a des psychotraumas, il faut lui faire dire que elle choisit de revenir vers le monde des vivants et de clôturer, de fermer ce monde des morts. Okay. Sinon, elle reste ambivalente et des fois, les gens choisissent d'aller vers le monde des morts. Et on ne comprend pas. Ça fait des gens qui sont très très mal compris de leur entourage. Alors, dans les étapes de la dure thérapie, qui est donc un processus conjoint, on va explorer la trajectoire de vie et l'histoire familiale avec un outil qui s'appelle le génocésogramme. C'est une sorte d'arbre généalogique que l'on fait en notant tous les événements, avec les dates, tout est très important. Et ce que l'on va chercher là-dedans, c'est chercher donc les mythes, comme on a dit tout à l'heure, chercher qu'est-ce qui se répète, qui se remet en scène, les phénomènes de répétition, quels sont les schémas transgénérationnels, c'est-à-dire des schémas qui se répètent dans la vie, depuis des générations et des générations, décoder les messages de l'inconscient familial. Et là, il y a souvent un message. Souvent, les gens viennent me consulter. Ça tombe le jour de la date anniversaire de la mort d'un tel ou de la naissance d'un tel. C'est pas une date au hasard, hein. Et en fait, ça veut dire qu'on est aligné dans le temps. Et il n'y a pas de détails. C'est pour ça qu'en dure-thérapie, je dis toujours, on prend rendez-vous, mais s'il y a un contre-temps, ne vous en faites pas. Parce que c'est pas nous qui choisissons le temps, c'est le temps qui nous choisit. Donc, démêler l'intrigue, parce que c'est vraiment comme une intrigue policière, hein, c'est chercher là-dedans. Et identifier donc les problématiques, les amener à la conscience, disant, eh bien finalement, dans mon histoire familiale, il y a de la violence, il y a des abus financiers, des abus sexuels, il y a des disparitions, il y a des secrets de famille. Tout ça, c'est des problématiques très très courantes. Et ensuite, nommer les émotions, identifier les deuils à finaliser, dire, voilà, par exemple pour Sabine tout à l'heure, normalement, elle doit déjà faire le deuil que ses parents n'ont pas fait par rapport à l'enfant qui l'ont précédé, parce que c'est ça qui l'emprisonne, c'est les émotions de ça.
Et puis elle devrait aussi faire le deuil de toutes ses grand-mères pour soigner sa lignée féminine, parce que sinon cette lignée féminine, elle est menacée et elle menace de ne plus continuer la lignée, de ne plus faire d'enfants. Et, et, et tout ça, ça passe par le fait d'accepter. Qu'est-ce qui nous permet d'accepter? Ce qui nous permet d'accepter, c'est que nous n'avons que l'instant présent. Tout à l'heure, c'est déjà fini, et cet après-midi, il n'est pas encore tout à fait là. Donc, on n'a que cet instant-là. Voilà. Donc, au nom de ça, finalement, eh bien, toutes ces choses-là sont caduques, c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on veut en faire? On décide ensemble de qu'est-ce qu'on veut en faire. Une fois qu'on l'a accepté, qu'on ne va plus voir la personne qu'on a perdue, que cette personne est dans son monde, moi dans le mien, mais par contre que l'amour nous relie toujours, ça, c'est quelque chose qui permet d'accepter. Après, ça nous permet donc, à travers le rituel, de transformer cette situation et de renaître à une autre situation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept du deuil non fait? Parce que ça repose là-dessus, en fait, ce que je fais. C'est que dans le deuil non fait, donc au moment où la mort arrive, c'est que la mort est prise sous l'emprise ou sous l'empire des... Il y en a trois qui rient. Sous l'empire des émotions de souffrance qui sont abattues au moment où la mort survient. Et donc l'amour est enseveli. Alors je vais vous montrer le schéma, c'est plus simple. Oh là là, c'est déplacé, la souffrance est mise sur le côté. Ça, c'est quand on n'est pas 2.0. La souffrance est censée être au milieu. Hein. Donc la souffrance, en fait, ce sont les vivants et les défunts. La personne qui décède passe dans le monde du défunt. Et l'amour qui était là est recouvert d'un seul coup de toutes les émotions de souffrance. Et ça, c'est une émotion, ce sont des émotions que nous connaissons tous, on peut le dire. On ne le vit pas toujours de la même manière, mais nous connaissons tous. Donc, ce sont des choses qui déclenchent les mêmes choses au niveau de notre corps, de notre organisme. Et donc, l'amour est recouvert de tout ça. Et du coup, un deuil non fait, ça reste figé dans cet état-là. Le monde des morts, qui est collé au monde des vivants, ce qui est dans toutes les civilisations, dans toute l'humanité, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire, que l'on doit séparer. Et donc, quand on reste bloqué à ça, eh ben, on baigne dans la souffrance. Ici, on ne repose pas en paix, et là-bas, on ne vit pas en paix. Et on reste comme ça. C'est quand même pas top, hein. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien voilà, c'est comme si on était en fait une graine d'amour, donc nous avons tous cette capacité d'aimer en nous, mais comme on est recouvert, comme on est hérissé de toutes ces émotions-là, notre amour passe à travers l'angoisse. Donc c'est les gens qu'il faut toujours les rassurer. Le sentiment d'abandon, oh là là, dès que quelqu'un s'en va, je me sens abandonnée totale. La tristesse, le blues, la honte, hein, selon les conditions comment ça s'est passé. C'est un sentiment de honte. Alors c'est très important quand on dit sentiment de honte et non pas la honte. C'est un sentiment aussi de culpabilité. Et ça c'est très très important. Ce sont des personnes qui, dès qu'ils arrivent, ils s'excusent. Ils s'excusent d'être là, ils s'excusent de tout. Ils s'excusent pour ce que les autres ont fait. Enfin bref, sentiment de culpabilité qui n'est pas du tout donc dans le cadre du présent. La colère. Alors quand ça s'exprime dans la colère, ça fait énormément de violence. Le sentiment d'injustice, le sentiment de peur. Voilà. Donc finalement, ce sont des personnes, quand les membres d'une même famille, ils sont dans cet état, et bien dès qu'ils s'approchent, ben, ils se piquent, ils se font mal. Et donc, celui qui est en colère là va intimider celui qui a peur là, etc. Et donc finalement, ça fait des tas de désordres, mais on n'a pas cette lecture-là. D'accord ? Donc c'est souvent source de mésentente. Donc c'est pour ça que quand il y a des gens qui ne s'entendent pas, eh bien c'est le corps social dans le truc en fractal que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le corps social qui est malade parce que ses membres ne s'entendent pas. Le lien entre les membres sont malades. Ok ? Donc on reste bloqué là-dedans. Je vous disais tout à l'heure que nous n'avions qu'une solution, c'était d'accepter parce que nous n'avons que le présent. Nous ne pouvons pas changer ce qui est passé, l'histoire, mais nous pouvons changer le vécu que nous avons de cette histoire. Et nous ne sommes pas responsables de ce qui est arrivé, par contre, à partir du moment où nous l'avons, nous sommes responsables de qu'est-ce que nous allons faire. Et pour ce changement de vécu,
Nous allons donc passer par le faire ensemble, parce que c'est ça qui va passer dans notre vécu, va modifier notre vécu, dans un langage qui nous est commun, c'est le langage symbolique, c'est le langage rituel. Et il faut aussi se dire que finalement, toutes ces épreuves, c'est pas des épreuves pour rien. Si ça revient, c'est que ça demande à être résolu et que ce sont peut-être pour nous apporter des leçons de vie. Et qu'à partir du moment où nous arrivons à avancer, nous avons travaillé pour la génération actuelle et les générations à venir. Parce que ça nous permet de libérer la parole, de faire des récits, de restituer, de faire une transmission saine de notre histoire. Et surtout de nous débarrasser de la souffrance, parce que c'est ça, être en paix. Alors, comment on procède? Je me schématise comme ça, donc déjà réaliser que l'amour n'a pas disparu, qu'il est toujours là. Hein? C'est pas parce qu'une personne décède qu'on l'aime plus. Mais par contre, tant qu'il y a toujours la souffrance, chacun tient un bout. Ici, on repose pas en paix, et là, on vit pas en paix. Donc, aujourd'hui, 20 avril 2024, est-ce que c'est toujours d'actualité que tu sois fâché avec telle ou telle personne, que tu sois, est-ce que tu vas toujours chercher ton père? Mon père, maintenant, ça fait 40 ans et quelques, non, 50 ans qu'il est mort. Donc, est-ce que je vais toujours m'enchaîner à lui? Voilà. Et finalement, très peu de gens me répondent oui. Hein. Ils disent tous non. Il y en a qui disent je veux couper tout de suite, et dans ce cas-là, évidemment, j'ai magique. Parce qu'on met ça sur le papier, et des fois, le simple fait de faire ça, vous voyez, c'est un bruit, je fais un geste, et je coupe un papier, et le papier se modifie, parce que tout à l'heure, il y avait un papier plein, et quand on coupe, il y a quelque chose qui est séparé, il y a un lien que l'on garde. Donc, on peut vraiment le définir, de définir que l'amour reste, l'amour de soi. C'est très important de se dire, parce que là, par contre, oui, on aborde un thème qui est très difficile, parce que souvent les gens me disent, mais non, là, vous parlez des choses difficiles, hein, l'amour de soi. Déjà, il est différent de l'ego. Quelle est la différence entre l'ego et l'amour de soi? De prendre soin de soi, en fait, on conseille, l'ego, c'est la même chose, c'est une notion de soin ou pas? Oui, il y a une notion de soi, mais déjà, oui. De soin, c'est de soin. De soin. Oui. Oui, il y a une notion de soi, il y a une notion de plein de choses. C'est... Je crois que dans... S'accepter déjà? Oui. S'accepter comme on vit? Oui, s'accepter comme on vit. Ça, c'est déjà difficile, hein? Ah oui. Très, très difficile de s'accepter comme on est. Est-ce qu'on peut trop s'aimer trop? C'est vous, en fait, qui allez le définir. Pour moi, l'amour de soi, c'est une définition très personnelle. Les gens qui sont dans la souffrance ne s'aiment pas beaucoup. Et des fois, ils s'épuisent à aimer les autres. C'est-à-dire que sur le plan de l'amour, ils sont à découvert total. Parce qu'ils aiment sans retour, et finalement, des fois, le fait qu'ils soient... C'est joli comme image. Donc, il s'agit de transformer le lien. On a déjà parlé de tout ça, je pense que je vais continuer. Pour naître à un nouveau type de lien et faire un ancêtre, donc finalement, faire un ancêtre de nos morts, au sens malgache du terme. Faire un ancêtre, c'est donc un être avec qui on est apaisé dans les émotions, que ce soit par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à son départ. On n'est plus en train de le juger, disant il a été dégueulasse, il a été ceci, cela. Non, c'était son parcours, il a eu ça de plus haut. Et moi, ce que j'ai à faire, c'est de clôturer ça et de écrire mon histoire maintenant. Voilà. Donc c'est ça, renaître un nouveau type de lien. Et c'est ça, à partir de là, quand on a cet amour de soi, c'est ça que l'on amène dans la relation. Moi, si je suis là avec vous, c'est parce que j'aime bien ça. Et je veux vous donner ça. C'est tout mon parcours de vie que je vous donne. Et c'est ça mon amour de vous. Ok? Donc c'est ça l'amour. C'est quelque chose qui ne demande rien hein, en retour. Pas forcément, ça ne veut pas dire non plus que ça va être tout le temps gratuit. C'est selon le contexte. Il faut toujours contextualiser les choses.
Mais je veux dire qu'il y a des choses que l'on fait, il y a des gens que l'on décide d'accompagner, que l'on ne connaît pas, et c'est parce que je m'aime bien, je le fais. Et je le fais pour moi, et aussi pour la personne. Mais pas uniquement pour la personne. Sinon, je vais être à découvert. Vous comprenez? Voilà, on va aller un peu plus vite. Donc ça nous permet de réparer nos lignées. Parce que finalement, on a ce culte des ancêtres, on y revient. Hein, on a été voir la science, mais il y a aussi la culture. Ça nous permet d'honorer nos devoirs de mémoire, sans en souffrir, finir les deuils, faire des ancêtres dont on va pouvoir bénéficier de l'expérience, régénérer le groupe et surtout adapter, maîtriser son destin. Ne pas subir le destin comme si c'était une fatalité, investiguer l'histoire, apaiser des conflits, lever des secrets de famille pour que la génération d'après respire, parce que c'est mortel les secrets de famille. Et ça permet de rééquilibrer le monde des vivants et des morts. Ils ont le droit d'être bien aussi. Alors j'ai mis là quelques cas, des schémas que je fais, j'appelle ça les schémas de Ranour. C'est à partir de la théorie des ensembles, hein, vous voyez qu'il y a des mathématiques. Quand on a hérité de l'histoire d'une personne, ça c'est à partir d'une personne qui a porté le nom de ses deux grands-mères. Dans son histoire, il n'y avait pas vraiment de mort, mais c'était tout des histoires problématiques. Et donc, elle a hérité de l'agressivité, elle a souffert de ça. Et cette personne, donc, la génération qui l'a précédée, ça lui a fait de la souffrance. Et donc, sur le mode de la même chose, on peut lui dire, tu peux garder l'amour, mais chaque fois que tu te connectes à toutes ces émotions de souffrance par rapport à ce que tu as vécu, ce qu'eux, ils t'ont fait, eh bien, tu ramènes tout le temps le problème ici. Donc, tu t'en sors pas. Donc, tu t'enchaînes. Donc, c'est pas une histoire de pardon. Je ne suis pas anti-pardon. Mais, quand on est sans jugement, on n'a jugé personne coupable, donc il n'y a pas de pardon. D'accord? Donc, c'est pas une histoire de pardon, c'est une histoire d'amour de moi. C'est au nom de l'amour de moi, je me coupe, je lâche. Et je ne vais pas continuer à m'enchaîner là-dedans, sinon je ramène tout le temps le problème. C'est sans fin. Ok? Ça, c'est l'héritage émotionnel. C'est un peu la même chose pour les situations d'agression. Quand une personne a été agressée, violée, et qui dit « je ne te pardonnerai jamais », ça veut dire « je m'enchaîne à ta problématique à jamais ». Dès que je vais y penser, dès que j'ai la colère, eh bien, j'y suis. Le truc, il est chez moi. Donc, finalement, je garde ou je jette. Voilà, quel intérêt j'ai à garder. Si je suis prête, je coupe. Et ça va être ma leçon de vie, parce que par contre, ça va m'apprendre à être vigilant. Et du coup aussi, je ne serai plus sous la coupe de ça. Parce que quand on est sous la coupe de ça, quand on a... Les personnes agressées ont été... Et ils émanent de la peur. Et rappelez-vous, les animaux, quand ils attaquent toujours celui qui a peur. Parce que vous dégagez quelque chose, une énergie qui leur font sentir que vous êtes vulnérable. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un enfant se fait attaquer? C'est parce qu'il émane de la peur. Les enfants qui sont souffre-douleur, j'ai souvent eu à prendre en soin des enfants souffre-douleur à l'école. Eh bien, quand on regarde dans leur histoire familiale, ils portent toutes les agressions qu'il y a, et toute cette peur, toute cette angoisse. Et en fait, il faut clôturer ça pour que l'enfant puisse se dire non. Voilà, il puisse dire non. Parce qu'il est conscient, il n'est pas conscient de porter tout ça, l'enfant. Il émane de lui tout le temps la crainte, la peur. Et en fait, il y a un enfant qui a la même problématique et qui est dans la colère, qui va tout le temps aller sur lui. C'est intéressant hein, de regarder, si vous manipulez un peu le génocytogramme, si vous prenez en charge un agresseur victime dans l'école, d'aller regarder leurs deux histoires et de se dire vous devez clôturer ça, parce que l'agresseur n'est pas plus heureux que la victime, hein. Il ne faut pas croire. Okay, et si on veut une belle société, ben on clôture des deux côtés. C'est ce qui manque un peu dans notre société. Il faut clôturer des deux côtés. Il ne faut pas seulement toujours stigmatiser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre les gens en prison, mais il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas seulement les mettre en rétention et puis c'est tout. Il faut les soigner. Et c'est pour ça que j'ai travaillé en prison. Les conflits de loyauté. Les conflits de loyauté, c'est
prendre parti entre deux personnes qui ne s'entendent pas. Donc typiquement, c'est l'enfant qui est issu de séparation. Et quand il y a un parent qui a l'emprise sur l'enfant, eh bien l'autre va démolir. Et l'enfant, il pète les plombs parce que l'enfant, inconsciemment, il sait qu'il a besoin de ses deux parents. Il a besoin d'un papa et d'une maman. Mais si maman démolit papa, eh bien, il a de mal. Et si papa démolit maman, ben, il pète les plombs, il devient schizophrène. Et en fait, il faut lui rappeler, on va regarder l'histoire de papa, l'histoire de maman, lui expliquer que dans l'histoire de papa, il y a ça, dans l'histoire de maman, il y a ça, et que c'est ça qui fait qu'il se comporte avec toi comme si c'était une balle de tennis, quelqu'un tape avec sa raquette, comme ça. Mais toi, tu es né de l'amour, et toi, tu as le droit à cet amour. Et on peut travailler sur ce côté-là. Donc, on peut couper ces problématiques-là et commencer à écrire son histoire. Je vais peut-être terminer parce que je suis très bavarde. C'est une démarche transgénérationnelle, finalement, le culte des ancêtres malgaches. Alors que, qui l'aurait dit? Il y a des tas de gens qui dénigrent ce culte des ancêtres chez nous. Et les gens religieux qui disent on est dans l'idolâtrie, on joue avec le diable, voilà. Et ben, ils n'ont rien compris, et donc je vais aller leur expliquer ça. Voilà, parce que le rôle des ancêtres, c'est quand même de relier tous les êtres humains pour former la grande famille humaine et faire bénéficier les vivants de leur expérience, si on est capable d'en retirer quelque chose. Alors, en conclusion, on retrouve bien l'équivalence entre le langage ancestral et le langage scientifique. Le savoir ancestral, nous n'oublions pas, est l'ancêtre de la culture scientifique. C'est quoi la science? C'est le fruit des questionnements d'un humain. Et en fait, la science a tendance à oublier qu'elle sort des questionnements d'un humain. Newton, comment il a trouvé la loi de la gravitation? C'est une pomme qui lui est tombée sur la tête. Archimède, la poussée d'Archimède, il était dans son bain, en train de flotter, mais voilà, Eureka, il a trouvé ce que c'est que la poussée d'Archimède. On a tendance, avec les temps modernes, à oublier qu'en fait, il y a toujours le bon sens populaire. Et quand les choses n'ont pas de sens, eh bien, c'est le chaos. On a vécu ça en 2020, le chaos. Et il faut refaire les repères, finir les deuils et refaire un repère pour partir d'un bon pied. Donc, n'oublions jamais, nos épreuves ne sont pas là par hasard, elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Donc, tire ce qu'il faut et puis après, lâche la souffrance, ça ne vaut plus la peine. Alors, je vais vous lire ce proverbe malgache. Fais comme pour les fruits en forêt. Prends ce qui est doux, crache ce qui est amer. Autrement dit, faites le tri dans votre histoire. Je vous remercie. Prenez grand soin de vous. Merci de votre attention. Sac mi fan côté où va repousse plus joli.